Nous voici à la 81e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, nous parlerons de la saisie des biens par le gouvernement de ceux qui sont accusés de putschistes. Il s'agit plus exactement de 42 personnes qui sont concernées, du moins pour l'instant. Parmi eux, des militaires, des membres de la société civile et des journalistes. Nous reviendrons sans doute sur certains noms dans l'émission. Mais en soi, ce n'est pas une surprise puisque la ministre de la Justice l'avait déjà annoncé le 13 décembre 2018. C'était à l'issue de la visite d'une maison qualifiée de lieu secret de détention, de torture et d'assassinat d'opposants dans la zone Kinindo, en mairie de Bujumbura, par un film documentaire de la BBC. Aimé Laurentine Kanyana avait indiqué que les maisons ayant servi de cache d'armes seraient vendues pour indemniser les victimes de ces armes. C'est donc l'application d'une action longtemps préméditée. Quel est le sens juridique de cette opération? Comment certains des concernés réagissent-ils à la saisie de leurs biens? Quel est le sort des familles de ceux qui sont dépouillés de leurs biens? Bien des questions que nous allons poser à nos deux invités. D'abord, Patrick Mitararo, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakao et surtout rédacteur en chef à la radio Isanganilo à l'époque des faits et qui, justement, est sur la liste des 42 personnes dont la saisie des biens a été annoncée. Bonjour. Bonjour, Franck. Nous sommes également avec Maître Cyriaque Nevitegeka, avocat. Bonjour, Maître Cyriaque. Bonjour, Franck. Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue dans cette édition. Merci beaucoup. Je ne suis ni médecin, ni psychologue, mais je vais quand même vous poser cette simple question, Patrick. Comment vous sentez-vous après l'annonce de cette mesure? Bon, franchement, à vrai dire, je suis désolé, simplement désolé de ce qui se passe, parce que c'est une mesure qui ne m'a pas surpris du tout, comme vous l'avez annoncé. Et j'ai été plutôt surpris le jour où je me suis retrouvé sur cette fameuse liste des présumés putschistes, pour la simple raison que j'ai diffusé la déclaration de coup d'État. Et pour moi, en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste, il ne fallait pas franchement compter sur moi pour faire la rétention d'une telle information bien sourcée, publiée par des généraux de l'armée proches du président Nkurunziza et qui déclarent une telle information. Retenir cette information serait pour moi, franchement... un crime de lèse-majesté, tout à fait, bafouer les règles déontologiques de votre métier, vous voulez dire. Exactement. Vous vous rendez compte, je ne pouvais pas attendre que l'information soit diffusée par la RFI, alors que moi j'avais l'information. On reviendra naturellement sur cet aspect-là de la diffusion de cette information. Donc vous qualifiez cette mesure d'injuste à votre égard? Injuste à mon égard, injuste à l'égard de tout le reste des personnes qui sont concernées. Surtout injuste à l'égard des enfants qui se verront dans la rue après avoir été dépouillés de leurs biens. Comme exactement ça c'est le cas, et ça a été passé dans l'histoire. On connaît des enfants qui ont connu des problèmes, qui ont connu tout le malheur de la vie à cause des mesures injustes qui ont été prises contre leurs parents. Tout cela, nous y reviendrons certainement. Maître Cyriaque Nevitegeka, quel sens peut-on donner, quel sens juridique peut-on donner à cette mesure? C'est très difficile de donner à... Cette mesure va au-delà de tout raisonnement juridique. C'est vraiment très difficile de faire une analyse de cette mesure-là dans le cadre juridique, que ce soit au Burundi ou ailleurs dans le monde. Ça va au-delà de ce qu'on peut juridiquement imaginer. D'abord parce que cette mesure-là viole des droits fondamentaux reconnus aux individus par la Constitution, notamment le droit de propriété. Ça, c'est l'article 36 du Code, plutôt de la Constitution.
qui précise que tout individu a droit à la propriété et qui précise les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une personne peut être dépouillée de sa propriété. En l'occurrence, quand il y a un jugement coulé en force de choses et jugées qui le condamne à payer un montant donné à une personne, dans le cadre, par exemple, d'une procédure pénale, s'il y a, par exemple, une personne qui est condamnée pour avoir commis une infraction, et qu'il y a ce qu'on appelle la partie civile, c'est-à-dire la victime de cette infraction, une personne qui vient et qui plaide devant le tribunal et qui explique qu'elle a subi un préjudice et qui chiffre ce préjudice-là. Tant qu'on en est là, ça veut dire que ce que la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, disait le 13 décembre, si effectivement ça s'était passé comme ça, le gouvernement aurait raison. Oui, oui. Oh. S'il y a un jugement coulé en force de choses jugées, c'est-à-dire lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées et que la personne n'a d'autre choix que d'être confrontée au jugement qui a été prononcé. Mais là, ça suppose une victime qui a chiffré ses dommages et intérêts et le tribunal y a accédé. Voilà. Et là, il y a toute une procédure, notamment en matière de saisie et exécution. C'est-à-dire que c'est le conservateur des titres, c'est le tribunal d'abord qui détermine les biens à saisir, parce qu'il y a des biens insaisissables pour protéger la famille, notamment l'habitation qui sert de logement, pour la maison qui sert de logement à la famille. Ça, c'est un bien insaisissable au sens du code de procédure civile. Même si une personne est comptable de je ne sais pas quoi, la maison qui sert de logement à la famille elle ne peut pas être saisie. Donc, comprenez qu'il y a toute une procédure, que le juge détermine les biens à saisir et que c'est le conservateur des titres fonciers qui va s'occuper de la procédure, qu'il y a une vente aux enchères, mais en aucun cas, le gouvernement ne peut pas s'approprier les biens d'une personne. En aucune hypothèse. Voilà. Et donc, quoi qu'il en soit, ce qui a été dit comme mesure... C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc, il y a aussi la présomption d'innocence, qui est une garantie essentielle en matière de procès équitable. Parce qu'une personne est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Et par la dernière instance, ce qu'on a un dernier ressort. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est le procureur. En l'occurrence, une partie dans le procès. Parce que dans le procès pénal, le procureur, c'est une partie au procès. Il y a le prévenu et le procureur, c'est deux parties. Donc ça, c'est une procédure il se fait à la fois juge et partie, ce qui est inacceptable. Patrick, nous allons parler dans le général. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même que quand vous parlez, vous ne parlez pas pour vous-même. Vous êtes sur une liste qui comprend d'autres journalistes, notamment Annie Uhire, qui était à l'époque directrice de la radio Isanganiro. Il y a également Innocent Mozi, qui était directeur de la radio-télévision Renaissance. Il y a Bob Urugurika, qui est toujours aujourd'hui le directeur de la radio publique africaine. Il y a également d'autres comme Gilbert Nyonguru, qui était rédacteur en chef à l'époque de la même RPA. Qu'est-ce qui vous est reproché exactement? Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il vous est reproché d'avoir diffusé juste ce que vous avez fait, ce qu'il fallait faire. Exactement. En fait, ce qui nous est reproché, Franck, moi, j'ai l'impression que c'est cette façon de réprimer plutôt la presse burundaise. Et nous avons été... Donc on ne vous le reproche pas, plutôt on est en train de réprimer. On est en train de réprimer, mais d'une façon disproportionnée. Vous avez vu des sièges de la RPA, des sièges de la radio-télévision Renaissance, qui ont été saccagés, détruits complètement, avec une haine franchement viscérale. C'est nulle part ailleurs au monde. Même aujourd'hui, je crois que les jours à venir, je crois que les sièges de ces radios-là seront des lieux touristiques. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Parce que c'est nulle part ailleurs que les choses s'est passées comme ça. C'est une façon de réprimer
la presse burundaise, ce n'est pas On a le nom vu, de Patrick on a vu quand même Talon, dans le certains nom de- pays des médias qui ont été saccagés, notamment par des réseaux de quoi. des Les terroristes, ce sont des trafiquants En fait, de ce sont- drogue, Exactement, ce sont- sur lesquels des journalistes étaient en train de mener des investigations. Tout Donc, à fait. Mais si de Mais tels crimes sont commis par le pouvoir, vous comprenez que c'est inédit. Quoi. Vous permettez que je remette votre micro. J'ai l'impression qu'on risque d'avoir du mal à vous entendre correctement. Exactement, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, Voilà, je pense que c'est fait. Merci beaucoup. Je disais donc que c'est tout simplement une façon de réprimer les médias burundais, comme exactement le pouvoir le fait aujourd'hui. Et vous voulez dire que si c'était à refaire, vous le referiez? Très tôt le matin, je diffuserai, je ne retiendrai jamais une information qui a un intérêt pour le public. Mais Patrick, est-ce que vous est déjà arrivé de vous mettre à la place du même gouvernement qui vient de prendre cette mesure en se disant, mais ces médias-là qui ont diffusé l'information d'un putsch qui allait nous démettre de notre pouvoir, est-ce que vous, si vous étiez à leur place, vous ne feriez pas la même chose ou peut-être même pire? Bon, s'il y a des crimes, il y a des instances judiciaires qui sont là pour réprimer. Mais il faut que la répression suive les procédures judiciaires. Il ne faut pas aller sur les médias pour brûler. C'est vraiment incompréhensible. Mais le pouvoir, ce que le pouvoir a fait, c'était d'attaquer les médias, d'attaquer les sièges de ces radios-là. Et alors, il fallait passer par les procédures judiciaires. Maître va peut-être nous l'expliquer. Mais sinon, la procédure empruntée par le pouvoir, c'est inédit, franchement. C'est vraiment de l'inédit. Et sinon, vous comprenez leur réaction aujourd'hui Pas du tout. Je ne comprendrai jamais, franchement, et la façon, le comportement du pouvoir actuel dans la gestion de cette crise. Il y a plusieurs procédures pour faire avancer le pays, pour résoudre les conflits. Mais pas en s'attaquant sur les biens des gens, en s'attaquant sur... faire une répression aveugle. C'est une répression aveugle qui est... Maître Syriac, parmi les noms qui ont été cités donc, sur la liste des 42 personnes, il y a des membres de la société civile. Je citerai notamment Vital Nshimiyimana, président du Force, et Pacifique Nahazwe, président du FOCODE, ou encore Pierre Claver Mbonima, président de la PRODH, sans oublier Marguerite Baranghitse, dite Magui, la représentante légale de la Maison Shalom. Est-ce que l'action contre ces personnes est certainement liée à leur opposition au troisième mandat? Ont-ils commis un crime aux yeux de la loi? Aucun crime. Aucun crime. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est qu'il faut replacer cette mesure-là dans le cadre d'un régime dictatorial. Dans un régime de dictature, il y a deux catégories de la population qui sont particulièrement concernées. C'est les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Parce que c'est eux, en fait, qui constituent le rempart entre le pouvoir, la dictature et la population. Donc il faut considérer cette mesure-là dans ce sens-là. C'est une mesure de répression, comme l'expliquait Patrick. Mais dans notre point de vue... Mais si vous le dites comme ça, c'est comme si vous le justifiez. Non, c'est pas je le justifie pas. J'allais dire plutôt que dans notre point de vue, il faut pas oublier que c'est un régime qui, depuis plusieurs années, avilit le peuple. C'est un régime qui tue, c'est un régime qui vole, c'est un régime qui viole. Ce régime-là peut tout se permettre. Et ce n'est pas vraiment étonnant de la part d'un régime qui fait ce genre de choses. Et donc la saisie des biens de ceux qui sont qualifiés de putschistes est un moindre mal. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Surtout parce que ça a des conséquences graves pour les familles.
je ne me moque pas de ces familles-là, je ne me moque pas de ces enfants qui sont, pendant que nous on parle de ça sur le plateau, il y a des enfants qui sont enterrés quelque part, qui se demandent où ils vont peut-être loger demain ou après-demain. C'est, quand une telle mesure vous concerne directement, c'est encore... On ne peut pas sentir ce que ça signifie pour les victimes directes, c'est-à-dire les familles. Mais je veux dire que ça ne m'étonne pas. Une personne qui peut t'enlever la vie, quand il t'enlève ton bien, c'est le moindre mal. C'est ce que je voulais dire. Sauf que, naturellement, la conséquence du fait de t'enlever les biens peut avoir la conséquence également d'enlever la vie des autres membres de la famille, notamment par le fait de la faim, par le fait du froid, par le fait... Mais il faut aussi garder à l'esprit que ce genre de choses arrive à de nombreux Burundais qui ont fui le pays et dont les biens ont été aujourd'hui spoliés, occupés par la police ou l'armée ou les Imbonerakure. Pour ces 42 personnes, il y a une mesure officielle, mais pour d'autres, de nombreux autres, peut-être des milliers de Burundais, la même chose elle est arrivée de façon officieuse. Mais aujourd'hui, il y a... Vous savez, vous avez déjà reçu ce genre d'informations dans les quartiers comme Chibitoki, comme Mutakura. Il y a des maisons qui ont été occupées de fait par la police ou par l'armée ou par les Imbonerakure. Donc voilà, il faut replacer ce qui arrive à ces 42 personnes par rapport à leurs biens au contexte qu'on vit aujourd'hui au Burundi, d'un régime dictatorial. Est-ce que vous pensez que la saisie des biens des journalistes et des membres de la société civile peut les décourager dans l'action qu'ils sont en train de mener actuellement? Moi, je pense que c'est entre autres l'objectif poursuivi. Je dis entre autres parce que c'est quand même un contexte plus global. Mais je pense que c'est entre autres l'objectif poursuivi, celui de décourager les journalistes, celui de décourager les défenseurs des droits de l'homme, parce que quand ils nous ont contrés à l'exil, ils pensaient peut-être qu'on allait se taire, ils pensaient peut-être qu'on allait désarmer, mais le fait que vous soyez ici à organiser ce club de la presse, ça montre que vous résistez. Et le fait que vous soyez là, ça montre que vous résistez aussi. Oui, ça montre qu'on résiste. Et le fait qu'on résiste, ça ne plaît pas à Nkurunziza. Donc, tout ça, c'est quand même une série d'actions, un ensemble d'actions. Il y a d'autres actions qu'il fait, mais c'est entre autres ça, pour décourager. Mais ça ne nous décourage pas, ça ne décourage pas Patrick, il a si bien dit. Donc vous, personnellement, ça ne peut pas vous décourager, tout comme d'autres journalistes Pas du tout. On ne peut pas désarmer sur notre travail de journaliste. Simplement, ce que j'allais ajouter plutôt, loin de décourager le travail des journalistes, loin de décourager le travail des défenseurs des droits de l'homme et bien d'autres, Nkurunziza voulait lancer un message dans son propre camp plutôt, pas pour les décourager, mais pour les menacer. C'est une menace ouverte dans son camp pour leur montrer, eh bien, gare à celui qui osera faire ce que les autres ont fait en 2015. Gare à ce mouvement de fronde qui s'annonce déjà dans son propre camp. Vous subirez le même sort que ces gens. Pour s'opposer au quatrième mandat. Vous subirez le même sort. Vous serez dépouillé, vous serez exilé, vous serez même tué. Donc, ça, c'est un message très clair. Et les gens du pouvoir, du cercle du pouvoir avec qui nous sommes en contact, nous le dit très bien. Vous suivez l'émission Club de la Presse, produite en synergie par les radios RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Nous traitons aujourd'hui de la récente mesure de saisir les biens des personnes poursuivies pour putsch. Nous en parlons avec nos deux invités, Maître Cyriaque Nivitegeka, avocat, et Patrick Mitavalo, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. On reste avec vous, Maître Cyriaque. On sait que la plupart des dirigeants actuels, dont Pierre Nkurunziza, sont des orphelins de 1972. L'on sait que les biens de certaines victimes du massacre de cette année-là ont été récupérés par le pouvoir d'alors. La mesure de Nkurunziza serait-elle une vengeance? Bon,
Une vengeance, oui, bon, d'un côté, oui. Hein, parce que depuis que Nkurunziza est au pouvoir, on a quand même déjà compris qu'il a cet esprit revanchard. Il a déjà démontré qu'il a cet esprit revanchard par rapport à ce qui est arrivé en 1972. Mais cette mesure-là ne peut pas s'expliquer uniquement par cette intention-là ou cette volonté-là de se venger. Parce que c'est plutôt l'expression d'un pouvoir qui ne sait pas qui n'a aucune vision pour le peuple, un pouvoir égoïste, égocentrique. C'est l'expression d'un dirigeant qui veut à tout prix protéger son pouvoir et qui cherche à envoyer un signal fort, comme le disait Patrick, pour dire voilà, si vous prétendez au gâteau, il faut savoir ce qui vous attend. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je considère la chose. Mais dire que c'est juste pour se venger, je ne pense pas. Surtout que la mesure ne concerne pas que des Tutsis. Ça concerne aussi ses anciens compagnons d'armes. Notamment des gens qui étaient auprès de lui, à ses côtés, qui ont combattu avec lui, qui sont aujourd'hui concernés. Il y a même des victimes de la crise de 72 qui sont concernés aujourd'hui. C'est des Hutus, c'est des Tutsis. Voilà. On revient un peu sur une catégorie de personnes dont on n'a pas parlé. Il s'agit des militaires dont les biens ont été saisis. Et parmi ces militaires-là, donc il y en a qui ont reconnu avoir participé effectivement à la tentative de putsch du 13 mai 2015. Est-ce que le fait d'avouer, le fait de reconnaître leur participation à cette tentative de putsch, est-ce que cela peut justifier la saisie de leurs biens? En aucun cas, aussi longtemps qu'il n'y a pas une décision de justice coulée en force de choses et jugée. Il faut, dans tous les cas, une décision de justice coulée en force de choses jugées qui accorde des dommages et intérêts à la victime de l'infraction, des dommages et intérêts qui sont chiffrés par le juge. Il faut une procédure judiciaire. Et donc, la présence des deux parties. Oui, il y a une procédure judiciaire conformément à la loi. Tout ça, donc ça ne peut pas expliquer quand même. Surtout que ces personnes sont toujours présumées innocentes aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas encore été définitivement condamnées. Voilà, donc c'est tout ça en fait. Et peut-être pour l'opinion, ces personnes-là n'ont pas avoué, elles n'ont pas fait un aveu d'occupabilité. Ces personnes-là ont peut-être reconnu avoir participé dans la tentative de putsch, mais ils n'ont pas reconnu avoir commis l'infraction ou les différentes infractions qui les sont reprochées. Ils ont justifié peut-être le pourquoi de leurs actes. Et ça, c'est tout à fait honnête de leur part. Moi, je trouve qu'ils ont été très courageux. Ils ont assumé. Quand vous dites qu'ils ont été honnêtes et que vous trouvez tout cela tout à fait honnête, ça veut dire que vous êtes de leur côté, vous soutenez ce qu'ils ont avancé comme raison? Je n'ai pas le droit de faire ça parce que je ne suis pas au courant de tous les éléments. Mais visiblement, vous le pensez. Non, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est du point de vue du droit, c'est qu'une infraction a trois éléments. L'élément matériel, c'est-à-dire les différents actes qui ont été commis matériellement, c'est-à-dire 1, 2, 3, la personne a fait ceci, ceci, ceci. Si telle personne a fait ceci, ça correspond à telle infraction. Ça, c'est les éléments matériels. Mais maintenant, il y a l'élément légal, c'est-à-dire que ce soit prévu par la loi, et il y a l'élément moral, c'est-à-dire l'intention délictuelle. On peut commettre des faits sans pour autant vouloir commettre une infraction. Ou un crime. Ou un crime. Voilà, et l'élément légal, je ne sais même pas avec précision tous les détails des infractions à les charges et tout ça. Donc c'est difficile pour moi une position. Mais le fait d'assumer, je trouve que c'est courageux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Patrick, il vient de le dire, sur la liste des 42 personnes, il y a des gens des deux ethnies confondues, peut-être même des Batois dans cette liste. Or, il y a certaines personnes qui trouvent un relan ethnique
dans cette mesure, malgré le fait qu'il y ait une présence de Hutus et même de compagnons de lutte de Pierre Nkurunziza. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il y en a qui ont intérêt à ethniser ce conflit burundais. Et ces gens-là, si vous voulez, ce sont les gens qui sont proches du pouvoir. Et même Nkurunziza en personne veut faire croire à l'opinion qu'il s'agit comment dire, des germes ou des problèmes de l'histoire qui renaissent aujourd'hui. Que les gens qui ont voulu renverser le pouvoir, c'est là même qui ont renversé les pouvoirs des années antérieures. Des gens, vous voyez, il veut ethniser le problème, plutôt le conflit. Et alors, ces gens-là, c'est pour... ils en ont intérêt, mais ce qui est sûr, c'est que les choses ont changé. Aujourd'hui... Mais qu'en est-il de cette mesure? Qu'en est-il de cette mesure de saisir des biens? Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison ethnique derrière la tête? Loin de là, loin de là. Les victimes sont partout. Il y en a des Hutus, il y en a des Tutsis. Et pour aller plus loin, c'est que les victimes de cette crise, ce ne sont pas ceux-là. Cette liste, cette fameuse liste de 42 personnes, ce sont ces Burundais qui ont fui le pays, ces Burundais qui ont été assassinés. Et ces gens-là, ils proviennent de toutes les ethnies, toutes aussi confondues. Il y en a qui sont dans des cas de réfugiés en Tanzanie, des réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Congo. Tout ça, ce sont des Hutus et des Tutsis ensemble. Ce sont des victimes de ces fameux mandats de Pierre Nkurunziza. Il va bientôt briguer le 4e, comme c'est déjà annoncé. Et il met en garde, comme je l'ai dit, les gens qui voudraient bien s'y opposer, qui subiront le même sort. Vous avez dit que c'est déjà annoncé qu'il va se présenter c'est déjà annoncé dans son propre camp. Il faut aller en contact avec les gens Vous voulez parler notamment des chansons qui sont sorties et qui disent que c'est Dieu qui l'a choisi déjà pour se représenter. On est à une année des élections. Et donc il y a des signes. Il y a des signaux éloquents qui montrent qu'effectivement, c'est celui-là même, c'est cet homme-là, Nkurunziza, qui se prépare à se reconduire, malgré les annonces qu'il a faites sur sa volonté de quitter le pouvoir. Franchement, on sera, je sais pas, il y en a qui seront surpris, mais pas moi. Maître Syriac, est-ce que vous pensez qu'il sera possible un jour que les victimes de cette saisie puissent récupérer leurs biens? Tout à fait, mais il faut un changement de situation. Il faut un changement de situation, il faut qu'il y ait un contexte plus favorable à l'état de droit. Dans ce cas-là, les victimes pourront saisir la justice et demander à ce qu'elles soient remises dans leurs droits de victime, en tant que victime, et avec des dommages et intérêts éventuellement, en fonction du préjudice subi. Mais je voulais attirer l'attention de ces personnes-là qui sont utilisées par le pouvoir de Bujumbura pour commettre ce genre de choses, qu'un jour, ça va les revenir. Ça va les revenir en pleine figure. Quand vous parlez de ces personnes-là, vous pouvez préciser peut-être le procureur général de la République? Pour la mesure qui nous occupe, c'est le procureur général de la République et le président de la Cour suprême. Il faut que ces gens-là comprennent qu'en vertu du cadre juridique burundais, l'État, s'il est obligé d'indemniser ses victimes, demain ou après-demain, il pourra faire une action récursoire contre eux et il sera eux-mêmes amené à reverser à l'État ce que l'État aura payé à ses victimes. Ça, c'est quand même important et il faut qu'ils le comprennent. Il faut aussi que tous les détenteurs de l'autorité au Burundi, tous ceux qui occupent un service public, gardent à l'esprit cette réalité légale. Et donc, la procédure, est-ce qu'elle est compliquée pour récupérer ces biens quand ils ont été saisis par le gouvernement? C'est une procédure judiciaire normale. On saisit la Cour suprême, plutôt la Cour administrative, qui tranche. Celui qui n'est pas
satisfait par la décision peut faire appel au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Là aussi, celui qui n'est pas content avec la décision peut se pouvoir en cassation auprès de la Cour suprême, toute chambre réunie. Donc c'est une procédure judiciaire normale. Vous avez dit tout à l'heure que les personnes qui sont concernées par cette question, ce n'est pas seulement les 42 les 42 personnes qui sont sur la liste qui sont concernées, mais que c'est beaucoup de monde. Vous voulez dire que demain, après-demain, si c'est beaucoup de familles, puisque les 42 qui sont sur la liste, dont les biens sont saisis, c'est un problème humanitaire qui va se poser. Exactement, comme on en a connu dans le passé. Au fait, c'est dommage que Pierre Nkurunziza et son pouvoir aient une mémoire courte. Sinon, ils auraient tiré des leçons sur l'histoire. Surtout qu'ils ont été eux-mêmes victimes de ce qui s'est passé dans l'histoire. Bien évidemment. Mais malheureusement, arrivés au pouvoir, ils en ont vite oublié. À l'époque, moi, j'étais en 2002, on dénombrait 300 000 réfugiés, essentiellement Hutus, en Tanzanie. Aujourd'hui, on dénombre presque la moitié, 500 000 réfugiés Hutus, tous confondus. Vous voulez dire presque le double? Presque le double. Et ça veut dire, aujourd'hui, c'est dommage que le président actuel continue continue des manœuvres de pourchasser les gens, surtout de l'opposition, et de menacer les autres qui subiront le même sort que ces gens qu'il appelle, ceux qui s'y opposent à son troisième mandat, à son mandat, ils deviennent des terroristes, des ennemis du pays. Est-ce que ces 500 000 réfugiés burundais, et ce sont des ennemis du pays? Ces gens-là, ils subiront les mêmes sorts que les 42 familles dont vous parlez. Donc vous craignez que cette liste s'étende sur beaucoup d'autres noms? Enfin, lui, il a déjà dit que ce sont des maisons maintenant, ce sont des biens officiellement saisis, alors qu'il y a d'autres qui ont été déjà saisis dans différents quartiers, différents coins du pays. Non seulement ces gens qui ont fui le pays risquent le même sort, mais aussi ceux qui veulent s'opposer à son mandat pour allonger la liste. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est un signal, c'est très fort. Oui. Parce que Nkurunziza n'est pas en train de jouer. Ne blague pas ce monsieur. Quel conseil donnez-vous aux personnes dont les biens ont été annoncés qu'ils vont être saisis? Un seul conseil, c'est que ces personnes-là saisissent les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, parce qu'on sait que la justice burundaise, c'est la plus haute hiérarchie de la justice burundaise qui a pris la mesure. Donc, comme on dit en Kirundi, nta uribwa n'inzoka ngo yitware ku isato. Donc, il y a pas la justice ne peut pas être rendue au Burundi, mais il y a des mécanismes régionaux et internationaux qui peuvent remédier à cette situation, notamment la East African Court of Justice, la Cour de la communauté est-africaine. Oui, pourquoi pas la Commission africaine. Il y a d'autres mécanismes au niveau des Nations Unies, les rapporteurs spéciaux. Voilà. Il ne faut pas laisser la situation comme ça, il faut se battre. C'est aussi une façon de se battre. C'est une mesure qui touche certainement l'économie des foyers, des familles, et sur le plan de conséquences, mais également sur le pays pratiquement tout entier. Parce que les familles, quand elles font rentrer de l'argent, des recettes, elles développent tout le pays. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un crime économique? Crime économique, au sens juridique, il n'y a pas une définition juridique dans ce sens-là. Surtout que... Non, sur le plan international, est-ce que ça peut... Sur le plan juridique, les crimes économiques, c'est beaucoup plus des infractions liées à la corruption, au détournement, à la mauvaise gouvernance. On ne peut pas vraiment aller dans ce sens-là. Oui,
ben ça a bien évidemment des conséquences catastrophiques économiques sur les familles concernées. Et sur le pays, hein, Oui, naturellement. oui, oui, Ah, ça, merci c'est pour cette clarification et c'est par cela que s'achève cette 81e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Patrick Mitavalo, journaliste à la radio Inzaba Kakawe, mais qui est là surtout comme ancien rédacteur en chef de la radio Isanganilo à l'époque des faits de la tentative de putsch et qui figure sur la liste des 42 personnes dont les biens ont été annoncés qu'ils vont être saisis. Merci également à Maître Cyriaque Nevi Tegeka, qui est avocat et qui est également de la société civile et qui suit de très près les questions sur la situation au Burundi et dont, naturellement, nous avions besoin d'éclairage sur des questions purement juridiques, sur cette mesure qui vient d'être prise par le gouvernement burundais de saisir les biens de ceux qui sont qualifiés de putschistes. Merci, Maître Cyriaque. Je remercie également toute l'équipe technique. À toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.